Il est 19h30 et votre journée de travail est enfin terminée. Vous arrivez chez vous, vous enlevez vos chaussures, vous lancez votre manteau sur votre chaise, vous ne voulez qu'une seule chose, vous détendre. Souffler. Vous vous dirigez vers quoi? La télé? La PS4? Vous vous affalez sur le canapé avec votre téléphone? Vous ouvrez un bouquin? Vous dessinez? Ou même qui sait, vous lancez Europe 1? Eh bien votre premier choix en dira long sur vos habitudes culturelles. Plus généralement que vos loisirs du soir, ça définit votre façon de consommer de la culture. Est-ce que vous préférez aller au théâtre et au cinéma? Ou est-ce que vous préférez jouer aux jeux vidéo et regarder des vidéos sur YouTube? Tous les facteurs qui peuvent influencer nos manières de se cultiver sont étudiés tous les 10 ans par le DEPS, le service statistique du ministère de la Culture. Les résultats sont réunis dans une grande enquête qui s'appelle 50 ans de pratiques culturelles. La dernière édition vient de sortir et nous permet d'en apprendre un peu plus sur l'évolution des pratiques culturelles des Français. Aujourd'hui, le numérique fait partie intégrante de la culture. Le DEPS considère un certain nombre de pratiques comme culturelles. Écouter de la musique, regarder la télé, jouer aux jeux vidéo, écouter la radio, lire des livres, aller au cinéma, assister à un spectacle ou un festival, visiter un musée, et enfin toutes les pratiques en amateur comme dessiner, danser, faire du théâtre, etc. Globalement, les Français continuent à consommer beaucoup de culture. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le nombre de Français amateurs d'activités culturelles continue à augmenter ou sinon se stabilise. Par contre, certaines pratiques commencent à perdre du terrain, par exemple, moins de gens lisent que dans les années 70. A l'inverse, comme vous pouvez vous en douter, les pratiques liées au numérique ont explosé en quelques années. En 2018, 44% des Français disent jouer aux jeux vidéo, contre 19% 20 ans plus tôt. Regarder des vidéos en ligne est devenu complètement mainstream également. Pour comprendre qui consomme quoi, le DEPS a utilisé une analyse en univers. Ces univers regroupent un certain nombre de pratiques cohérentes entre elles. On a d'abord l'univers du petit écran, on regarde beaucoup la télé, tous les jours, et les autres pratiques culturelles sont à des niveaux très faibles. Ensuite, on a l'univers du bain audiovisuel. Tout pareil, mais en plus on consomme quotidiennement la radio ou de la musique enregistrée. Et ces deux univers à eux seuls, donc le petit écran et le bain audiovisuel, y rassemblent 52% de la population. Vient ensuite l'univers du tout numérique. Donc on consomme tout ce qui est numérique, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, des vidéos en ligne, mais on va rarement au cinéma et au musée et on lit très peu. La culture patrimoniale se caractérise par le fait d'aller très souvent dans des lieux culturels comme les théâtres, les concerts ou les cinémas, de consommer aussi de la radio, de la télé et de la musique, mais par contre sans aller regarder des vidéos en ligne ou sans consommer de réseaux sociaux. Et enfin les deux derniers, l'éclectisme classique dont ses membres lisent énormément et vont beaucoup dans tous les lieux culturels, et l'éclectisme augmenté qui en gros est un mélange de tout, donc une consommation assidue de culture classique et aussi de pratiques numériques. La culture patrimoniale connaît une forte baisse depuis les années 70, où elle représentait 36% de la population, contre 15% aujourd'hui. Le problème dans l'histoire, c'est que cet univers est d'abord porté par les baby boomers, ces fameux 65-75 ans. Leur génération est celle qui, historiquement, a rattrapé le retard de leurs ancêtres, et s'est mise à sortir beaucoup, à aller au cinéma, aux concerts, aux expositions, aux spectacles, etc. Et on se rend compte en plus que les jeunes ne reprennent pas le flambeau. Parmi les 15-28 ans, un jeune sur deux appartient à l'univers du tout numérique. Cet univers est appelé à se démocratiser encore plus à l'avenir, alors que la fréquentation des jeunes des lieux culturels s'essouffle avec le temps. Et la culture est principalement une affaire de génération, et non pas d'âge. En fait, on modifie pas beaucoup ses habitudes culturelles en vieillissant. Elle reste plutôt attachée aux innovations et aux modes d'une certaine époque dans laquelle on a grandi. Donc le souci, c'est que les baby-boomers, ils vont mourir un jour. Et les lieux culturels ne pourront pas renouveler leur public. Et ça laisse craindre pour leur avenir. Sur ce plan-là, les pratiques numériques font bien concurrence aux pratiques plus traditionnelles. En soi, personne ne veut voir mourir les théâtres ou les musées, mais est-ce que vous seriez prêt à passer vos samedis soirs devant un opéra en allemand plutôt que devant une bonne vieille série Netflix? Non. Est-ce qu'au final, c'est pas la marche de l'histoire de voir la culture devenir numérique? La culture a toujours évolué selon les innovations de l'époque, quand le cinéma est arrivé, quand la télé est arrivée, quand l'art s'est transformé avec des performances toujours plus diversifiées. Au final, si les jeunes s'intéressent moins à la culture classique, ce n'est que logique qu'elle disparaisse avec le temps. Qui a peur des écrans et de leur pouvoir destructeur?
Une génération, celle des 50-70 ans, qui est justement celle qui voit son mode de vie disparaître au rythme effréné des innovations numériques. Celle qui ne cherche pas à comprendre et voit Internet comme une perte de temps, abrutissante et immorale. Problème, c'est aussi la génération qui a créé les institutions qui dictent aujourd'hui ce qui est culturel et ce qui ne l'est pas. Ces institutions ne voient même pas ce qu'il peut y avoir de culturel dans le numérique. C'est encore vu comme un phénomène instable et indigne d'intérêt. Mais le numérique n'est pas une sous-culture et ne doit pas être traité comme tel. Le chef du DEPS et co-auteur de l'étude, Lou Wolf, dit lui-même dans une interview au Monde. La notion de qualité est en train de s'hybrider. Pendant longtemps, cette notion a été dictée par les institutions, l'État ou les collectivités locales selon des filtres, historiques, esthétiques, définis. On voit donc apparaître de nouvelles constructions sociales de la qualité qui entrent en concurrence avec celles des institutions. Si les jeunes et les boomers ne s'entendent pas sur ce qu'est la culture, c'est justement à cause de cette notion de qualité qui n'est pas la même pour chacun des groupes. Or, la culture se définit ainsi au sens de l'UNESCO. L'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Je pense qu'il y a là une sorte de coupure générationnelle qui est en train de se mettre en place au niveau culturel et qui fait que les jeunes n'ont plus les mêmes codes d'accès, les mêmes types de références que par exemple les personnes qui ont 40-50 ans aujourd'hui. Alors ça me paraît fondamental. Si les pratiques culturelles traditionnelles abordent ces traits distinctifs de nos sociétés sous forme d'émotion, d'humour ou d'analyse, eh bien le numérique fait pareil. Que ce soit les vidéos en ligne ou les jeux vidéo, on y retrouve aussi bien des grosses productions attirant beaucoup de monde, sans forcément de message ou de travail artistique, comme un blockbuster au cinéma ou une télé-réalité à la télé. Mais on y trouve aussi des productions artistiques et intellectuelles fortes, qui disent quelque chose de notre société, et nous font ressentir des émotions, qui nous touchent en tant que groupe social. Des expressions comme culture numérique ou culture internet ne sont pas arrivées de nulle part. L'outil numérique sert à produire des œuvres culturelles, mais comme l'explique le philosophe Marcello Vitali Rosati, l'outil produit les pratiques et produit aussi le sens de ces pratiques. Il modifie notre façon d'être au monde, mais aussi notre nature, car il change notre façon de comprendre, notre façon de gérer l'attention, notre façon de penser, notre perception du temps. Pierre Lévy définissait la cyberculture comme un nouveau rapport au savoir, une transformation profonde de la notion même de culture. Milad Douei, spécialiste de l'humanisme numérique, parle même de conversion numérique en ce sens. Ces bouleversements ont induit des pratiques de masse qui instaurent vite de nouvelles normes culturelles et celles-ci remettent en cause des conventions et traditions établies. Ce que le numérique peut s'approprier des anciennes pratiques se réinvente et par là peut rester populaire. La consommation et la production de la musique a profondément changé sous l'effet des outils numériques et les passionnés de musique aujourd'hui téléchargent, remixent, échangent énormément, partagent et ça a bouleversé bien entendu le mode de la production de la musique et de sa diffusion. Internet réinvente non seulement nos modes de consommation et de production, mais aussi nos rapports aux biens culturels, en horizontalisant les relations entre créateurs et spectateurs. C'est le phénomène de partage, c'est-à-dire que nous sommes effectivement de plus en plus dans une logique de la gratuité, de l'échange. Internet, c'est ça, au départ, ça symbolise la gratuité et l'échange, le partage, la discussion, la prise de position, le commentaire. Si j'avais à résumer, je dirais qu'en matière culturelle, notamment, Internet, c'est le mode d'appréciation qui permet de valoriser l'expression de soi-même, de ses opinions. Et ce mode de partage, on le retrouve dans tous les secteurs, échanges musicaux, échanges de films, échanges de commentaires sur la dernière parution de la bande dessinée, etc. Voilà. Donc ça, c'est transversal. Ça, c'est ce qu'on appelle la culture numérique. En plus de réinventer nos codes culturels établis pour en faire sa propre culture, Internet a inventé ex nihilo ses propres codes, ses propres références qui le définissent comme un gigantesque groupe social, constitué de millions de petits groupes sociaux, de petites communautés de niche. Organized online communities like this have popped up all over social media in the 2010s. There's a Facebook group for Bollywood fans, a Reddit community for fans of anime, a Stack exchange to share computer code, and a Discord chat to discuss games. Each community has its own little culture, or rather a subculture, full of symbols and interests and beliefs. They're a great way of interacting with others who have similar ideas and passions and experiences.
these communities have a common purpose or a shared identity. They have traditions, they have a set of rules or a code of conduct, they have a large fan base, and they have a unique language, even language. For many young people of today, like myself, these online communities are as real to me as are the real world communities around us. If I had an image to accurately represent the relationship between these communities, it would be this. On the large scale, this interconnected and tangled web forms what we call internet culture. Ça, c'est ce qu'on appelle la culture Internet. Par exemple, les mèmes font partie de cette culture Internet. Ils permettent de transmettre beaucoup d'informations sur des situations parfois complexes ou controversées, avec des images très simples et des références qui parleront à n'importe quel utilisateur régulier des réseaux sociaux. Voilà une façon de se parler, de se comprendre, de raconter quelque chose entièrement nouvelle, propre à Internet. Mais il y a des millions d'exemples possibles. Même la façon dont je vous parle aujourd'hui et dont je traite ce sujet sur YouTube est unique à Internet. Ces codes de montage, ces façons de parler, ces formats de vidéos libres et ces sujets ne sont pas possibles à la télévision. Internet est une galaxie de possibilités qui mélange constamment culture légitime et références virtuelles, qui les crée et les défait en quelques secondes. Et ça, c'est une magnifique culture. Et malheureusement, les générations précédentes n'essaient généralement même pas de la comprendre. En sachant réinventer la façon de raconter des histoires, de faire ressentir des émotions, ou de créer un lien entre le producteur d'une œuvre et son spectateur, le numérique se pose comme le successeur logique de pratiques culturelles traditionnelles qui, elles, ne peuvent qu'essayer de se numériser pour survivre au long terme. Pour Lou Wolf, le chef de la DEPS, il faut reconquérir les jeunes en utilisant leurs armes. L'enjeu pour les pouvoirs publics n'est pas de lâcher sur les ambitions de qualité, mais de reconstruire la façon dont on élabore cette qualité et le rapport au public dans une société de plus en plus culturelle, où les grands groupes privés mondiaux font leur fortune sur la culture. Donc, à la fois de réinventer la qualité en proposant aux jeunes des œuvres plus proches de leur code. Le fait que dorénavant on puisse lire comme on l'entend un livre sur une tablette, une liseuse ou sur un écran, ça change évidemment le rapport au savoir, ça change le rapport à l'assimilation des connaissances, ça change le rapport à la lecture en tant que telle. Et donc le débat est violent, enfin il est fort en tout cas, puisqu'il y a un certain nombre de penseurs ou de philosophes qui considèrent qu'il faut résister à cette invasion du numérique parce que ça empêche de penser dans la solitude de sa chambre et de prendre du recul. Et puis d'autres qui disent au contraire, il faut profiter de cette opportunité pour pouvoir déclencher, notamment dans la jeune génération, une nouvelle forme de lecture, multi-support, plus dynamique, plus active, en jouant sur les liens hypertextes, en cliquant sur des liens vidéo, etc. Voilà. Mais l'enjeu est aussi de s'adapter pour réagir vite à des mastodontes du divertissement moderne qui se donnent un droit de regard sur ce que doivent être les codes culturels d'aujourd'hui à coût de milliards de dollars. Mais ça, c'est un autre sujet dont il faudrait une vidéo entière pour en parler. Internet, c'est incroyable, mais ça permet pas tout. On l'a tous vu pendant le confinement, un concert sur Zoom ou visiter un musée à 360 degrés sur un site mal codé, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et il serait quand même dommageable pour nous, en tant qu'êtres humains, pour notre richesse intellectuelle et culturelle, de perdre des pans entiers de la culture, alors que justement l'histoire nous a jusque-là prouvé que c'est pas parce qu'il y a une innovation technologique dans le secteur de la culture que toutes les autres offres meurent. Comment sauver la culture classique ? Eh bien tout à l'heure, je vous ai rapidement parlé de l'univers de l'éclectisme augmenté. Si vous vous rappelez, il s'agit de personnes qui ont une consommation assidue de livres, de théâtre, de musées, de concerts, etc., donc de culture traditionnelle, mais aussi une grande consommation de jeux vidéo, de vidéos en ligne et de musique enregistrée. Cet univers de pratique est très minoritaire au sein de la population, puisqu'il n'en représente que 9%. Mais contrairement aux univers traditionnels, il rassemble de plus en plus de gens depuis 2008, l'année où il a été créé, en passant de 1 à 9%. Les personnes qui appartiennent à cet univers sont majoritairement des jeunes, très diplômés, cadres ou professions intermédiaires, et qui en plus vivent dans de grandes villes ou à Paris. Alors oui, on peut voir ça comme une sorte d'élitisme culturel qui se permet de ne pas choisir et d'avoir le temps et l'argent de goûter à tous les plaisirs, mais on peut aussi voir ça comme une nouvelle façon de vivre la culture, avec la démocratisation des outils numériques d'une part, et les efforts d'accessibilité des instances de culture traditionnelle d'autre part,
Théoriquement, à l'avenir, tout le monde pourrait faire partie de cet univers. Il y a 50 ans, c'était aussi de jeunes cadres urbains, et en plus principalement des hommes, qui lisaient et qui allaient au théâtre. Alors qu'aujourd'hui, les fractures de classe, d'âge ou de territoire dans l'accès à la culture se sont plus ou moins résorbées. Il est donc fort probable que dans quelques années, si on continue le travail de démocratisation de théâtre ou de la lecture à tous les jeunes, nous soyons tous des consommateurs hybrides, de plusieurs formes de culture, sans juger de la qualité de chacune. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous conseille vraiment de lire l'enquête du DEPS, elle est passionnante, elle est assez simple, elle n'est pas écrite dans un jargon compliqué, et vous pouvez aussi aller voir les vidéos et les infographies que j'ai réalisées avec Datagora, donc le média pour lequel je travaille, et j'espère que le sujet vous a intéressé, que la vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporg, voilà. Meuporg, à se goinfrer des meuporg. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un meuporg, voilà. Meuporg. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Ça s'écrit comment?